Les liens des nazis avec l'ésotérisme ne sont pas un secret. Tout le monde sait que les hommes de Hitler ont recherché le Saint Graal ou d'autres reliques sacrées, comme la lance du destin. Tout aussi controversées furent leurs incursions en Antarctique et leurs recherches de continents perdus. Mais ne nous avançons pas, remettons les choses dans leur contexte. En 1918, l'Allemagne venait de signer sa reddition lors de la Première Guerre mondiale. La défaite n'avait pas seulement détruit son économie, mais aussi l'orgueil d'un peuple qui se sentait trahi et humilié par le traité de Versailles. Les rues de Munich et Berlin étaient pleines d'anciens combattants, blessés physiquement et émotionnellement. L'inflation faisait perdre de la valeur aux billets d'un jour à l'autre, et le sentiment de vide, de manque de direction ouvrait la porte à toutes sortes d'idées promettant un avenir différent. En résumé, les discours traditionnels ne suffisaient plus, les partis du centre semblaient faibles et les promesses de la démocratie sonnaient creux. C'est pour cette raison que des groupes mêlant politique, spiritualité, conspiration et mysticisme ont émergé en marge. Là où le désespoir cherchait refuge, un lieu est né qui marqua à jamais l'histoire du XXe siècle. La société Thulé. Une société ésotérique qui serait la pierre angulaire de la propagation de ce que le monde connaîtrait sous le nom de nazisme. Est-il vrai que l'un des hommes les plus influents et puissants de l'Allemagne nazie se considérait comme l'héritier de sorcières? Qu'est-ce que le soleil noir? Les nazis ont-ils construit des soucoupes volantes fonctionnant avec une énergie spéciale? D'où vient toute cette fascination pour l'ésotérisme? Qu'était le département du pendule sidéral? Qu'est-ce qu'on appelait le cône de pouvoir contre Hitler? Pour répondre à ces questions, nous allons explorer ce dossier spécial sur le mysticisme et l'occultisme nazi. Avant de commencer, je précise que beaucoup des informations partagées ici comportent des contradictions selon la source consultée. Il s'agit de sujets qui ont souvent été sous-estimés et aujourd'hui, il est très difficile de trouver un livre ou un documentaire qui soutienne ce qui est affirmé. Si vous avez des informations à partager ou si vous disposez de données supplémentaires, vous êtes invité à le faire ci-dessous dans les commentaires. Ce sujet est vaste et permet de créer de nombreuses autres vidéos. Si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet, écrivez « mysticisme » en commentaire. Si plus de 1000 personnes commentent « mysticisme », nous ferons une deuxième partie et nous aborderons sûrement plusieurs des thèmes que vous suggérerez ci-dessous. Tu peux aussi suggérer d'autres thèmes, évidemment. Commençons. Fondée à Munich par l'occultiste Rudolf von Sebontendorf, la Thule-Gesellschaft n'était pas un parti politique, du moins pas à l'origine. Il s'agissait d'une doctrine inspirée par la théosophie d'Helena Blavatsky et par une obsession particulière, l'idée que les Allemands descendaient d'une race aryenne mythique, supérieure au reste de l'humanité. Le nom même, Thule, faisait référence à une île légendaire située aux confins du Nord, qui, selon les anciennes sagas scandinaves, aurait été le foyer originel de cette race pure. Pour les membres de Thule, les mythes n'étaient pas de simples récits anciens, mais des vérités cachées, des clés d'un passé sacré qui pouvaient servir de justification pour construire l'avenir. Leurs réunions étaient chargées de symboles runiques, d'interprétations de la mythologie nordique et de rituels visant à relier le spirituel au politique. La société attira vite des aristocrates, intellectuels, ex-militaires et jeunes cherchant un destin supérieur à celui offert par la République de Weimar dévastée. Et même si beaucoup de leurs rencontres pouvaient sembler de l'extérieur des réunions excentriques, la vérité est que Thule fonctionnait comme un réseau de contacts qui devint rapidement dangereux. En fait, de ces rangs naîtrait le germe de ce qui deviendrait plus tard le Parti ouvrier allemand, le Deutsche Arbeiterpartei qui, peu de temps après, se transformerait en parti national-socialiste. Même le journal de la société, le Volkskircher Beobachter, deviendrait l'organe officiel de propagande du nazisme. Avec cela, il est clair que l'occultisme n'était pas un simple détail anecdotique, mais faisait partie de l'acide désoxyribonucléique fondateur du mouvement qui allait faire des ravages pendant la Seconde Guerre mondiale. La société Thule a fourni une vision du monde tout à fait particulière, qui allait s'entrelacer avec les ambitions politiques d'un homme qui, très bientôt, ferait de ce mysticisme un outil de pouvoir.
Adolf Hitler s'est officiellement affilié à ce groupe en 1922, après que ses traits du visage aient été examinés à la recherche de tout signe d'impureté raciale. La question, avec le recul, est inévitable. Comment un pays moderne, doté d'universités, d'usines et d'une riche tradition culturelle, a-t-il pu finir par adopter avec autant de ferveur des idées mêlant mythologie et pseudoscience ? La réponse réside dans l'état d'esprit collectif d'une nation vaincue, blessée et ayant besoin de croire en quelque chose de plus grand que la réalité immédiate. Pour ces hommes et ces femmes, les explications rationnelles semblaient insuffisantes. En revanche, l'idée d'une bataille cosmique entre le pur et l'impur offrait un sens et un espoir. Ce récit fut le terreau fertile sur lequel a germé l'une des idéologies les plus destructrices de l'histoire. Tout a commencé avec des individus réunis autour de légendes anciennes, évoquant l'humanité, des histoires d'un passé doré et perdu. Le prix de ces quêtes serait des millions et des millions de morts. Merci. Imprégné de ses pensées, Adolf Hitler a fait irruption sur la scène allemande. Avec une oratoire magnétique et calculée qui transcendait le simple rationnel. Pour beaucoup de ses auditeurs, ses paroles prenaient le ton d'une révélation. Hitler parlait de destin et d'une mission historique qui était au-dessus des individus. Depuis ses années de jeunesse à Vienne, Hitler avait montré une fascination pour les idées raciales qui circulaient dans les pamphlets et les écrits à tendance nationaliste et mystique. Dans cette ville, il était entré en contact avec l'ambiance antisémite qui associait les Juifs à un ennemi presque métaphysique. Dans ses discours ultérieurs, cette influence est devenue un élément central de sa vision. Le peuple allemand devait mener une bataille spirituelle et biologique pour préserver la pureté. L'une des idées qui revenait le plus souvent dans ses propos était la notion de providence. Hitler se présentait lui-même comme un instrument d'une force supérieure. Dans Mein Kampf, son autobiographie manifeste publiée en 1925, il a écrit que la Providence l'avait protégé sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, pour ensuite lui confier une mission plus grande. Cette mission, selon lui, était de conduire l'Allemagne vers la restauration de sa grandeur et vers un règne fructueux de 1000 ans. Dans cette vision, le Troisième Reich était décrit comme la continuation de deux empires précédents, le Saint-Empire romain germanique et l'Empire allemand sous les Hohenzollern. Le nazisme, dans son récit, serait la troisième et ultime étape de cette lignée. Ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement la politique, mais le destin de la civilisation. Aux côtés de Heinrich Himmler, la dimension ésotérique de cette mission a été encore approfondie. Himmler considérait les SS non seulement comme une force militaire, mais aussi comme un ordre mystique héritier des chevaliers teutoniques et des sociétés secrètes médiévales. Sous sa direction, rituels, symboles et cérémonies ont été instaurés pour donner une aura sacrée à l'organisation. Il est important de ne pas oublier son nom. Himmler sera le protagoniste de nombreuses sections de ce long rapport. Dans un contexte de misère et de frustration, le langage du nazisme a transformé la vie quotidienne en une partie d'une épopée, tout en donnant un sens transcendant à ses causes. En fin de compte, ce qu'Adolf Hitler offrait n'était pas seulement du pain et du travail, c'était la rédemption. En parallèle, une branche de la société Thulé nommée Société Brill. Passionné par les textes sumériens et les codes secrets de l'ordre des Templiers, il s'est consacré à fabriquer rien de moins que des soucoupes volantes. Aliens et nazis. Dans ce contexte naît une histoire qui, des décennies plus tard, nourrira une des théories les plus tenaces sur le nazisme et les extraterrestres, celle de Brill-Hessel-Schaff. Le nom vient d'un roman de 1871, écrit par Edward Ballard-Lytton, The Common Race. On y décrit une civilisation souterraine avancée qui maîtrise une force énergétique appelée Brill, capable de donner un pouvoir illimité à celui qui la contrôle. Bien que pure fiction victorienne, le concept a fortement influencé les cercles occultistes et dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres est devenu un mythe de pouvoir occulte. Après la Seconde Guerre mondiale, des textes et rumeurs ont lié la société Brill-Hessel-Schaff à la Thulé, composée de mystiques et de femmes aux supposés dons de médiumnité.
La figure la plus citée dans ces histoires est Maria Orsic, une jeune femme d'origine croate qui, selon les dires, recevait des messages télépathiques d'êtres d'Aldébaran, une étoile de la constellation du Taureau. Les messages, transmis dans un langage énigmatique, auraient inclus des instructions techniques pour construire des vaisseaux volants capables de défier la gravité. Ces aéronefs hypothétiques furent ensuite appelés Onbu ou vaisseaux Brill. Dans le récit conspirationniste, les nazis n'auraient pas seulement poursuivi la suprématie militaire sur terre et sur mer, mais aussi dans les airs, avec des prototypes de soucoupes volantes inspirés de ces directives spirituelles. Plus tard, cela donnerait lieu à des récits de soucoupes volantes nazies en Antarctique, un sujet que nous développerons bientôt. Les historiens soulignent qu'il n'existe aucune preuve que le Brill SL-Schaff ait réellement existé en tant qu'organisation. Les premiers documents évoquant Maria Orsic ou le groupe datent seulement de la seconde moitié du XXe siècle, surtout dans la littérature ésotérique et l'ufologie d'après-guerre. L'attrait de cette histoire réside dans la fusion parfaite entre deux imaginaires puissants, le nazisme et les extraterrestres. D'un côté, un régime réel obsédé par la mystique aryenne et les racines mythiques de son peuple. De l'autre, le fantasme d'un contact cosmique, de plans d'énergie et de technologie en avance de plusieurs siècles sur l'humanité. Est-ce que cela peut avoir une part de vérité? Les nazis ont-ils pu expérimenter avec des forces jusqu'alors inconnues grâce à des techniques innovantes? Dès les années 80-90, on a évoqué un contact entre le Troisième Reich et les Gris, une race extraterrestre. Ce qui est populaire dans l'ufologie moderne, selon cette version, les nazis auraient obtenu des connaissances technologiques non par contact télépathique ou interstellaire, mais grâce à des collaborations ou des pactes. Encore une fois, il n'existe aucune preuve ni aucun document pour étayer cela. Il s'agit d'extrapolations issues de l'ufologie et de la littérature conspirationniste. Mais revenons à la question du symbolisme nazi. Bien que Hitler ne pratiquait pas de rituels ésotériques en public, il comprenait l'importance de l'irrationnel dans la mobilisation des masses. La croix gammée, adoptée comme emblème du nazisme, en est un exemple clair. Symbole millénaire présent dans de nombreuses cultures, il a été réinterprété comme représentation de la suprématie aryenne. Mais aussi d'autres choses. Le régime a compris dès le début que les emblèmes ne sont pas de simples ornements, mais des condensations de pouvoir, des signes capables de transmettre des messages profonds, sans avoir besoin de mots. Parmi tous ces symboles, la svastika est devenue l'emblème suprême, emprunté à des traditions anciennes où elle représentait le soleil, le renouveau ou le cycle éternel. Elle a été vue comme un symbole du national-socialisme. En la plaçant sur leurs drapeaux, uniformes et bâtiments, Adolf Hitler et son cercle cherchèrent à relier la svastika. Ce n'était pas seulement un symbole, c'était une incantation visuelle. Mais ce n'était pas le seul signe mystique. Heinrich Himmler, fasciné par les origines mythiques du peuple germanique, a encouragé l'usage des runes comme langue sacrée des SS. En particulier, la rune Sieg associée à la victoire a été dupliquée pour former le célèbre symbole des SS. Ce choix n'était pas anodin. Il évoquait l'idée d'énergie, de triomphe et de destin sur les insignes, les uniformes et les bâtiments de l'organisation. Les runes servaient de lien entre le présent et un passé auquel il fallait rendre un culte. La rune tir en forme de flèche ascendante évoquait la force du combat. La rune Agal symbolisait l'unité et la protection. La rune Odal, avec sa forme de losange allongé, représentait l'héritage et le sang ancestral. Ces signes apparaissaient sur des étendards et des documents, renforçant l'idée que les membres des SS n'étaient pas de simples soldats, mais des initiés dans la lutte millénaire. Porter les symboles leur conférait un pouvoir supplémentaire, le performatif. Comme mentionné, la fascination de Himmler pour la mythologie germanique l'a poussé à présenter les SS comme un ordre chevaleresque moderne. C'est pourquoi, inspiré par les légendes médiévales, il cherchait à donner à ces hommes une identité qui ne se limitait pas au domaine militaire, mais qui les transformait en gardiens d'une tradition spirituelle. Dans ce contexte, des cérémonies et rituels ont été instaurés, rappelant les sagas nordiques et les cultes païens. Le régime évoquait également les dieux et les héros des sagas, tels que Wotan, Siegfried ou les guerriers du Valhalla, les présentant comme des modèles de la race aryenne.
Les opéras de Richard Wagner, avec leur charge mythologique, ont été élevés au rang d'art sacré, capable de relier le peuple à son essence ancestrale. Pour éliminer progressivement le christianisme, l'Ordre Noir, la super-élite au sein de l'élite des SS, a créé le jour de la naissance du soleil invincible. Il le fêtent chaque 25 décembre, c'est-à-dire à Noël. Pâques a tenté d'être effacé par la fête d'Ostara, début du printemps et hommage à la déesse de la fertilité. En ce sens, le nazisme a compris ce que de nombreuses sociétés secrètes avaient pratiqué pendant des siècles. Les symboles sont des mécanismes pour mobiliser des émotions profondes. Sous la croix gammée, entourée de runes et enveloppée de références mythiques. Des millions d'Allemands ont eu le sentiment qu'ils ne suivaient pas simplement un parti politique, mais qu'ils participaient à une épopée sacrée. Dans tout ce déploiement, ce dont ils avaient le plus besoin était un sentiment d'appartenance. L'un des objets les plus emblématiques de cette liturgie fut l'anneau d'honneur de La, également conçu par Himmler. On y retrouvait plusieurs des runes mentionnées, ainsi que la tête de mort Totenkopf, symbole de la mort et de la fidélité absolue. L'anneau n'était pas un simple ornement. Il était remis comme une reconnaissance personnelle, et à la mort de son porteur, il devait être restitué pour être accumulé comme relique. Cette tête de mort est devenue l'emblème de la mort assumée, rappelant la volonté de se sacrifier pour la cause. La création de cette mythologie visuelle avait un autre objectif clair, séparer la Ikr et plus largement le nazisme de toute référence à la tradition chrétienne ou libérale. Pour les ancrer dans un supposé passé pur, l'utilisation de signes anciens, recontextualisés dans un langage moderne et totalitaire, visait à donner l'impression d'une continuité historique. Comme si le nazisme accomplissait une mission débutée il y a des millénaires. Cet appareil symbolique n'est pas resté confiné aux casernes et défilés. Il a aussi investi la vie quotidienne, la propagande et l'éducation. Les jeunes des jeunesses hitlériennes apprenaient les runes et leur signification. Les défilés étaient à chorégraphier comme de véritables rituels religieux, et les emblèmes omniprésents créaient une atmosphère où la politique, la foi et le destin se confondaient. Le château de Bevelsberg en Westphalie fut l'emblème principal de cette obsession symbolique. Là-bas, Himmler prévoyait de transformer une forteresse en centre spirituel des SS. Au cœur de la Westphalie, sur une colline dominant une petite vallée, se dresse le château de Bevelsberg, une forteresse de la Renaissance construite au XVIIe siècle. À première vue, il ne semblerait pas différent des autres châteaux allemands, avec son plan triangulaire et ses tours arrondies. Cependant, sous le régime nazi, ce lieu a acquis une dimension complètement différente. Il est devenu le centre spirituel de la SS, un lieu chargé de symbolisme où Heinrich Himmler a tenté de façonner sa propre philosophie. Heinrich Himmler découvrit le château en 1934 et fut immédiatement fasciné par son architecture, qu'il considérait comme idéale pour projeter une nouvelle Rome du Nord. Un lieu sacré où serait fondée la base de l'Ordre Noir. Dans son imagination, Bevelsberg n'était pas une simple caserne ou un siège administratif, mais le de la transformation. Il a été ambitieux. Avec la main-d'œuvre provenant du camp de concentration de Niederhagen, Himmler a ordonné de remodeler le château pour l'adapter à son obsession. La forteresse devait devenir un mélange de sanctuaire, de centre d'études et de lieux de réunion exclusifs pour l'élite de la SS. L'un des espaces les plus énigmatiques était la soi-disant salle des généraux. Ce salon circulaire, décoré d'une mosaïque appelée la Solennité Noire ou Schwarzsonne, c'est-à-dire le soleil noir. Il est devenu l'épicentre des spéculations ultérieures. Le symbole, composé de 12 rayons en spirale, a été associé à l'idée d'une énergie ancestrale liée à la vision du monde germanique. Bien qu'il n'existe aucune preuve que Himmler ait expliqué clairement sa signification, le fait qu'il ait choisi cet emblème pour présider la salle suggère qu'il y voyait une force mystique capable de représenter la puissance et l'éternité de ses armées. Sous cette salle se trouvait la crypte, un espace voûté à l'atmosphère funéraire où 12 piédestaux de pierre étaient disposés autour d'un grand bassin central. Certains historiens ont souligné que ce lieu était conçu comme une sorte de salle de commémoration où l'on rendrait hommage aux dirigeants tombés de la Conseil de Salut Suprême, comme des chevaliers d'un ordre médiéval.
Le chiffre 12 répété dans la salle supérieure et la crypte semble avoir un symbolisme voulu. Peut-être en évoquant les 12 chevaliers de la table ronde du roi Arthur, qui le fascinaient tant. Heinrich Himmler. Au-delà de l'architecture, ce qui se projetait à Wewelsburg, c'était la création d'une identité propre à la SS de Himmler. Concentré sur le fait de donner à l'ordre un caractère quasi religieux, il a conçu des cérémonies d'initiation, des rituels de fidélité et des commémorations destinées à consolider la cohésion spirituelle du corps. Les mariages des officiers, par exemple, étaient bénis lors de cérémonies qui remplaçaient les éléments chrétiens par des symboles païens et germaniques. Et les réunions au château visaient à renforcer l'idée que l'ordre était l'héritier d'un destin historique sacré. Le château, cependant, n'a jamais pleinement atteint l'objectif de Himmler. La guerre absorbait des ressources et de l'énergie, et beaucoup des travaux de rénovation sont restés inachevés. Malgré cela, Wewelsburg est devenu un symbole concret de la tentative nazie de créer une religion politique mêlant discipline militaire et mysticisme adapté à l'idéologie raciale. Après la défaite de l'Allemagne, le château est tombé entre les mains des Alliés et a fait l'objet d'enquêtes. Les vestiges de sa décoration, ses salles et ses symboles ont alimenté jusqu'à aujourd'hui des spéculations sur la dimension cachée du nazisme. Certains voient dans Wewelsburg un simple délire architectural de Himmler, d'autres la preuve que le nazisme a tenté de se doter d'un épicentre spirituel et de justifier ses crimes par une aura de mission sacrée. On a spéculé sur le fait que la vérité n'a jamais été dite sur ce qui a été découvert. Certains parlent d'espaces spécialement conçus pour abriter des trésors ancestraux, des trésors qui, s'ils étaient tombés entre les mains des nazis, auraient pu leur conférer l'immortalité. Beaucoup le savent. Un autre aspect extravagant de l'occultisme nazi était leur obsession pour les objets sacrés. Pour les hauts dignitaires du régime, certains artefacts n'étaient pas de simples reliques historiques, mais des sources de pouvoir capables de conférer des lois, une légitimité spirituelle et même des avantages surnaturels. Et c'est ainsi que notre histoire revient au commencement. Le Troisième Reich présentait une contradiction flagrante. Alors qu'ils anéantissaient des peuples entiers au nom d'une prétendue pureté raciale, les dignitaires nazis s'accrochaient avidement à des mythes religieux qui ne leur appartenaient pas. Désireux d'atteindre au plus vite un sommet d'où ils pourraient exercer une domination totale, ils voyaient dans les soi-disant reliques un raccourci qu'ils ne voulaient pas laisser passer. Peu importait que ces objets soient dépourvus de pouvoir réel, leur force résidait dans l'intangible, dans la dévotion. El Subrevotigla lui-même mènera les soldats. Afferrare et ICA, grâce à un acte miraculeux du corps de Jésus, il a retrouvé la vue. À cet instant, il l'a transformé de bourreau en croyant et, avec le temps, en saint de l'Église. Son image, immortalisée des siècles plus tard par Bernini dans la basilique Saint-Pierre, capture ce moment de révélation et de dévotion. La lance fut dès lors un objet entouré de mystères, convoité par les rois et les empereurs. Elle passa entre les mains d'Hérode, Constantin, Théodose, Alaric et Théodoric. Tous y ont cherché légitimité et pouvoir. Beaucoup ont vu leur destin changer en les perdant. Charles Martel l'apporta lors de la bataille de Poitiers en 732, lorsqu'il arrêta l'avancée arabe en Europe. Charlemagne, son petit-fils, l'a aussi possédé et n'a jamais perdu de guerre en la brandissant. Mais lorsque la relique a disparu, sa série de victoires s'est brisée. La croyance s'est alors répandue que la lance donnait du pouvoir, malgré le risque dévastateur qui l'accompagnait toujours. Depuis des siècles, la lance du destin symbolise légitimité et autorité. Elle a participé à des intrigues politiques, trahison et alliances, toujours entourée d'un mystère nourrissant l'imaginaire collectif. Et même si le temps a passé, son attrait ne s'est pas estompé. Même à l'époque moderne, les dirigeants voyaient en elle un talisman pour dominer l'histoire et sceller leur place. Dans ce contexte apparaît un jeune Adolf Hitler qui, artiste frustré à Vienne, visitait souvent le trésor impérial des Habsbourg au palais Hofburg. Parmi les vitrines, il observa la lance, fasciné par sa légende. Pour lui, cet objet n'était pas seulement une relique du passé, mais la clé mystique capable d'influencer le destin du monde.
Son obsession n'a fait que croître avec le temps, tout comme son intérêt pour l'occultisme et les reliques sacrées. La lance est devenue le symbole de ses ambitions et l'incarnation de sa conviction que le surnaturel pouvait gouverner le cours de l'histoire. En 1938, après l'annexion de l'Autriche, il s'est emparé de la relique. Il a ordonné qu'elle soit transférée en secret, avec d'autres trésors, de Vienne à Nuremberg. Ce n'était qu'une pointe de métal d'environ 50 cm, mais pour lui, cela représentait bien plus. Un talisman destiné à sceller la grandeur du Troisième Reich. Cependant, alors que la guerre tournait en sa défaveur, la lance semblait perdre sa magie. La légende raconte qu'Adolf Hitler s'est donné la mort peu après avoir appris que les Alliés l'avaient récupérée. En réalité, les Américains ont trouvé la relique plusieurs mois après sa mort. Le mythe, cependant, a renforcé l'idée que la lance était liée à la chance des puissants. En 1947, la relique a été rendue à Vienne. Les analyses, y compris le carbone 14, ont révélé qu'elle datait du VIe siècle trop tard pour avoir appartenu au soldat qui a transpercé le Christ. La conclusion était claire, la lance du destin était fausse. Mais cette révélation n'a pas réduit son magnétisme, bien au contraire. L'histoire démontrait toujours le pouvoir des légendes et comment les êtres humains, même les dirigeants les plus reconnus, peuvent être gouvernés par des croyances et des symboles. Évidemment, cette lance n'a pas été la seule pièce à obséder les nazis. Himmler, encore plus dévoué à l'ésotérisme que Hitler, a encouragé la recherche d'autres reliques médiévales, parmi lesquelles le Saint Graal lui-même. Ainsi, le régime nazi ne s'est pas seulement construit sur les armes, la propagande et la terreur, mais aussi sur l'ambition de posséder les mythes qu'il pensait pouvoir leur accorder une domination. Éternel, saint. Graal. Faisons connaissance avec Otto Rahn. Depuis son enfance, Otto a été attiré par les mythes de Parzival, Lohengrin et le Saint Graal. Né à Michelstam en 1904 au sein d'une famille judéo-allemande de classe moyenne, il a étudié le droit, mais s'est passionné pour le médiéval et l'ésotérisme sous l'influence de son professeur, le baron Bongal. En 1931, Rahn s'est rendu dans la région des Pyrénées, au sud de la France, où il a exploré Montségur, une forteresse qui avait été le dernier refuge des Cathares. 1244. Là-bas, il a conclu que Parzival et les récits cathares étaient intimement liés au mystère du Saint Graal. Le Saint Graal, ou simplement le Graal, est considéré comme le récipient sacré utilisé par Jésus-Christ lors de son dernier repas. Son association avec le calice et avec la figure de Joseph d'Arimathie apparaît dans l'œuvre Joseph d'Arimathie de Robert de Boron, écrite au XIIe siècle. Dans ce récit, il est raconté que Jésus, après être ressuscité, apparaît à Joseph et lui remet le Graal, avec la mission de l'emmener jusqu'à l'île de Bretagne. En suivant cette tradition, d'autres auteurs ultérieurs ont développé l'histoire, affirmant que Joseph n'a pas seulement gardé le calice, mais qu'il l'a utilisé pour recueillir le sang et l'eau qui ont jailli de la blessure, ouverte sur le côté du Christ par la lance sacrée du centurion Longinus. Déjà en Bretagne, Joseph aurait, selon ses versions, fondé une lignée de gardiens chargés de protéger et de cacher le calice au fil des générations. Avec le temps, la quête du Saint Graal est devenue l'un des axes centraux des légendes arthuriennes, unissant la tradition chrétienne avec d'anciens mythes celtes qui parlaient d'un chaudron divin. Dans cette fusion de symboles, la coupe sacrée a transcendé la religion pour devenir un emblème de l'inaccessible et de l'éternel, inspirant des récits qui suscitent encore aujourd'hui la fascination. En 1933, Otto a publié Croisade contre le Graal, où il a exposé ses théories sur la connexion entre les Cathares, les Templiers et le Graal. Le livre est tombé entre les mains de Karl Maria Willigut, puis de Heinrich Himmler, qui a été fasciné par l'approche ésotérique de Rahn. En échange d'un soutien financier et institutionnel, ainsi que de l'engagement à poursuivre ses recherches et écrire de nouveaux livres, Himmler l'a invité à rejoindre la Conseil. Rahn a poursuivi ses explorations à travers l'Europe, visitant l'Italie, la France et l'Islande, cherchant des liens entre la légende du Graal et les origines mystiques du peuple germanique. Dans son deuxième livre, La cour de Lucifer, il offre une vision différente du Graal, le décrivant comme une pierre céleste, héritage luciférien symbolique lié à d'anciens cultes. Et il considérait les Cathares comme les gardiens d'une sagesse ancienne. Himmler fut de nouveau impressionné et ordonna une édition de luxe reliée en parchemin et offrit un exemplaire à Hitler. Malgré cette illumination idéologique, Rahn était profondément aliéné des principes du régime.
Ouvertement homosexuel et, comme nous l'avons mentionné, d'ascendance juive, sa position était toujours précaire. La situation ne s'est pas améliorée lorsqu'il a été relégué à des fonctions de garde à Dachau après un incident sous l'emprise de l'alcool, ce qui l'a plongé dans une terrible dépression. En 1939, il a demandé sa démission de la Conseil de salut suprême avec Himmler, lui accordant une permission que tout le monde savait n'en était pas vraiment une. Peu de temps après, il a disparu dans une montagne autrichienne et a été retrouvé gelé, avec des flacons de médicaments à ses côtés. La cause officielle a été un accident, bien que beaucoup soupçonnent un suicide rituel ou un règlement de compte dissimulé par le régime. Comme vous pouvez l'imaginer, la mort de Ram n'a pas mis fin à l'ambition pour le Graal. En octobre 1940, lors de la visite de Hitler à Franco à Endaja, Himmler s'est ensuite rendu à Barcelone, puis au monastère de Montserrat. Ce n'était pas un geste touristique. Montserrat était associé à des légendes arthuriennes et au Graal qui, selon certaines traditions médiévales, aurait pu reposer dans ces grottes. Les moines bénédictins l'ont accueilli avec courtoisie, mais aussi avec gêne. Himmler a demandé directement le Saint Graal, et la réponse fut que ce n'était qu'une pieuse légende. On dit qu'il s'est montré irrité face au refus, comme s'il sentait qu'on lui cachait quelque chose. Un secret? Cet épisode est consigné dans la mémoire du monastère. C'est l'un des moments les plus clairs où la quête nazie du Graal en Espagne a frôlé l'absurde et l'inquiétant. Ni à Montserrat, ni à San Juan de la Peña, ni dans aucun autre recoin de la péninsule, les nazis n'ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Le calice de Valence, en revanche, restait gardé dans la cathédrale, vénéré par les fidèles et protégé comme un trésor national. Himmler est retourné en Allemagne frustré, mais ce ne fut pas la seule expédition que cet homme allait entreprendre. Pour parler de quelques autres, il est nécessaire de mentionner un terme dont il se vantait souvent, l'héritage. S'il y a eu une institution qui a condensé le mélange de pseudosciences, de mysticisme et de propagande du nazisme, ce fut la Annenberg, fondée en 1935 par Heinrich Himmler, avec l'ethnologue Hermann Peart et l'archéologue Walter Putz. L'organisation avait pour objectif principal de démontrer, à travers des recherches historiques et archéologiques, la supériorité de la race aryenne et son prétendu héritage ancestral. La méthode, cependant, était loin d'être scientifique et rigoureuse. Au lieu de preuves vérifiables, la Annenberg opérait avec une prémisse idéologique fixe. Les Aryens étaient à l'origine de toute civilisation avancée. À partir de cette idée, toute découverte devait s'ajuster au récit que le nazisme voulait construire. Toute preuve qui contredisait cette vision était ignorée ou réinterprétée selon les paramètres du mythe. Himmler voyait dans la Annenberg un double instrument. D'un côté, elle donnait une légitimité académique aux théories raciales soutenant le régime. D'autre part, cela lui permettait d'entreprendre une quête presque mystique des origines aryennes. Convaincu que trouver des vestiges matériels de cette grandeur passée donnerait à la Conseil de salut suprême un prestige et un pouvoir symbolique inestimables. Les expéditions organisées par cette institution reflétaient cette dualité. L'une des plus célèbres fut celle qui se rendit au Tibet en 1938 et 1939, dirigée par Ernest Schaffer. Officiellement, elle avait un caractère scientifique. On étudiait la faune, la géographie et la culture locale. Mais derrière la façade académique, Himmler soutenait la mission avec un intérêt très particulier. Chercher des traces d'une supposée connexion entre les populations tibétaines et la mythique race aryenne. Pour cela, les chercheurs mesuraient des crânes, collectaient des objets rituels et recueillaient des légendes. Tout cela dans le but de trouver des liens qui renforceraient le récit nazi d'une origine commune et supérieure. Le Tibet n'était pas la seule destination. La Annenberg a aussi encouragé des recherches en Islande, Scandinavie et Caucase, cherchant symboles, runes et vestiges archéologiques pour confirmer la continuité, face au présent allemand et à un passé mythique. Ils se sont aussi penchés sur l'Amérique du Sud, où des rumeurs évoquaient des expéditions cherchant des liens entre d'anciennes civilisations et le supposé sanctuaire spirituel. Bien que beaucoup de ces expéditions n'aient pas donné de résultats concrets, elles ont servi de matériel de propagande pour renforcer l'idée que les nazis étaient les héritiers d'une mission historique millénaire. Parallèlement, la Annenberg s'est également impliquée dans des projets sinistres en Allemagne. Elle ne se limitait pas aux expéditions exotiques, elle soutenait des fouilles dans des châteaux médiévaux et recueillait le folklore germanique.
Et elle menait des recherches anthropologiques qui incluaient des expériences sur des prisonniers de camps de concentration déguisés en études médicales ou biologiques. Ainsi, l'organisation évoluait entre l'académique, l'ésotérique et le criminel. Le caractère pseudo-scientifique de la Annenberg est devenu évident après la défaite du nazisme. Au procès de Nuremberg, ses membres furent accusés de crimes de guerre pour avoir participé à des expériences sur des humains. Le verdict: ils ont donné une façade intellectuelle à de simples délires idéologiques. La Annenberg se distingue comme la tentative du nazisme d'unir pseudosciences, mythes et politique dans un même appareil institutionnel. Il ne s'agissait pas de fouilles ou d'expéditions. C'était la recherche obsessionnelle d'un récit qui validait la vision du monde que Hitler et ses dirigeants voulaient imposer. En fin de compte, la Annenberg a montré que l'occultisme nazi n'était pas une curiosité secondaire, mais un véritable élément de l'appareil de pouvoir, capable de mobiliser des ressources étatiques et d'influencer les décisions. Mais peut-être que l'expédition la plus étrange de Annenberg fut celle où il se proposa de trouver le royaume souterrain d'Agartha, un lieu que les nazis croyaient être la capitale de la Terre. Creuse. Depuis l'Antiquité, les pôles terrestres fascinent et effraient explorateurs et scientifiques. L'Antarctique, avec son immensité glacée et inaccessible, est rapidement devenu un territoire chargé de mystères, un endroit où la science et l'imagination s'entremêlent. Parmi les récits les plus persistants qui ont émergé autour du continent se trouve l'idée de la Terre creuse. Une théorie qui, bien que discréditée par la science moderne, a exercé une influence notable sur la littérature, l'occultisme et les théories du complot. L'origine de cette idée remonte au XVIIe siècle, lorsque l'astronome Edmond Halley a proposé que la Terre pourrait être constituée de couches concentriques avec des ouvertures aux pôles et ses propres atmosphères internes. Des siècles plus tard, des mathématiciens comme Euler ont étudié des hypothèses semblables, cherchant à relier observations géographiques et structures internes. Avec l'avancée de l'exploration polaire, l'idée d'un monde intérieur caché s'est mêlée aux récits d'aventures, de mystères et de civilisations perdues. Au XIXe siècle, la Terre creuse est devenue un thème récurrent dans la littérature, la science-fiction et l'ésotérisme. Des écrivains comme Jules Verne, avec Voyage au centre de la Terre, ont popularisé l'idée d'espaces habitables sous la croûte terrestre. En parallèle, occultistes et théoriciens rationnels ont réinterprété la théorie. Pour certains, la Terre creuse était le refuge de peuples ariens préhistoriques, de civilisations oubliées, ou même d'êtres supérieurs qui avaient influencé l'humanité depuis les ténèbres. Sous le nazisme, cette théorie a pris une dimension sombre et politique. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux récits ont émergé au sujet de prétendues bases secrètes allemandes en Antarctique, où les nazis auraient poursuivi leurs expériences. Explorant les profondeurs de la Terre à la recherche de technologies avancées, d'objets puissants ou de civilisations secrètes. Des documents historiques confirment que l'Allemagne nazie a mené l'expédition Neuschwansteinland en 1936, explorant la côte est de l'Antarctique. La mission officielle visait des objectifs géographiques et scientifiques. Mais rapidement, des rumeurs l'ont lié à des buts occultistes et à la quête de savoirs secrets. Après l'expédition de Neuschwansteinland, en 1938 et 1939, l'Antarctique est resté gravé dans l'imaginaire collectif comme un territoire de secrets et de possibilités inconnues. Officiellement, comme vu, la mission visait la cartographie, la science et la reconnaissance pour établir des droits sur les territoires antarctiques. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale et l'obsession du Troisième Reich pour l'occulte et la supériorité technologique ont alimenté des théories sur des bases nazies secrètes en Antarctique, dotées de technologies avancées et dissimulées au monde. Les récits les plus persistants évoquent des installations souterraines cachées sous les glaciers et les montagnes, protégées par des tempêtes et des barrières naturelles presque impénétrables. Dans ces bases, selon la légende, auraient été développées aussi bien des soucoupes volantes ou des armes expérimentales B que des systèmes d'énergie inconnus.
Bien qu'il n'existe aucune preuve documentaire confirmant l'obsession nazie pour les innovations techniques comme les fusées B-2 ou les premiers avions à réaction, ils ont renforcé la crédibilité des rumeurs dans la culture populaire et la littérature conspirationniste. Après la défaite allemande en 1945, les Alliés ont inspecté le continent. Et bien qu'ils aient confirmé l'existence de certaines stations temporaires de recherche, ils n'ont jamais trouvé de preuves concluantes de bases nazies permanentes ni de technologies secrètes avancées. Pourtant, les rumeurs ont persisté. Des photographies de formations géologiques inhabituelles, des expéditions mystérieuses ultérieures et des témoignages indirects ont alimenté le récit selon lequel quelque chose restait caché sous la glace. Un vestige du Reich que la science officielle n'a jamais pu confirmer ni démentir complètement. On a même parlé d'un dernier combat qui s'y serait déroulé. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder le spécial intitulé L'Antarctique, déjà disponible sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, la fascination pour ces bases ne se limite pas aux historiens ou aux théoriciens du complot. La culture populaire utilise l'Antarctique comme décor pour romans, documentaires et films, où les nazis sont représentés comme les gardiens de secrets interdits et les dépositaires d'un savoir qui dépasse la science moderne. Le continent devient ainsi un espace où mythe, histoire et fantaisie se mêlent, prolongeant l'ombre du Troisième Reich au-delà de l'Europe et du XXe siècle. Au-delà de cela, Himmler n'avait pas seulement une fascination particulière pour les runes, les reliques ou la supériorité aryenne, il avait aussi une certaine obsession pour les... Comme tu peux le constater, dans l'esprit de Henry Himmler coexistaient des obsessions historiques, des délires généalogiques et un étrange culte de l'occulte. Il s'est même persuadé d'être la réincarnation du roi Henri Ier, ancien monarque allemand immortalisé dans l'opéra Lohengrin de Wagner. Il affirmait aussi descendre d'une sorcière. Lui et son cousin William Auguste Patin répétaient fièrement qu'une ancêtre de leur lignée avait été brûlée vive sur le bûcher, accusée de pratiquer des arts interdits. Le nom de famille de cette mystérieuse figure était Passacuae, un nom d'origine française qui, selon sa famille, était entouré d'une aura presque mystique. Patin, qui fut promu SS Untersturmführer grâce à ses liens avec Himmler, devint un fervent propagateur de ces histoires familiales qui parlaient de feu, de sorcellerie et de persécution. Fasciné par le récit, Himmler ordonna à ses subordonnés d'enquêter sur les procès de sorcellerie à la recherche de preuves confirmant le mythe. Mais les archives, comme on pouvait s'y attendre, ne révélèrent aucune trace d'une certaine Passacuae exécutée sur le bûcher. C'est alors qu'intervint Reinhard Heydrich, l'impitoyable lieutenant de Himmler. En 1939, il décida de renforcer le pédigré mystique de son chef, fouilla dans de vieux documents et présenta une nouvelle candidate, Marguerite Himmler, exécutée pour sorcellerie à Mergentheim le 4 avril 1629, en pleine époque de l'ordre teutonique. La connexion était fragile, à peine une ressemblance phonétique entre Himmler et Himmler, mais suffisante pour que Heydrich le propose comme ancêtre symbolique. Le lien n'a jamais été prouvé, mais l'idée d'être issu d'une sorcière était trop séduisante pour être écartée. Au-delà des faits, Himmler voulait surtout réhabiliter et exalter l'image des sorcières. Il ne s'intéressait ni aux conclusions gênantes, ni aux recherches sérieuses, mais à façonner un récit utile à l'idéologie nazie. Il a rejeté des œuvres académiques plus rigoureuses, comme la trilogie de Norfolk, et à la place, il a commandé de petites collections de récits sur les sorcières, faciles à lire, de 60 à 100 pages, qui pouvaient être diffusées rapidement. Cette collection de sorcières nazies existe encore aujourd'hui, mais sa valeur historique reste limitée malgré l'intérêt des chercheurs. Le journaliste allemand Volker Insel l'a résumé avec précision. C'est à la fois une compilation surprenante de documents, dont certains sont aujourd'hui détruits ou inaccessibles, et un exemple de méthode de recherche truffée d'imprécisions, de biais idéologiques et de conclusions absurdes. En fin de compte, le projet a fini par contredire ses propres créateurs. Les mêmes documents qu'ils avaient rassemblés démontraient la fragilité des théories nazies sur la sorcellerie. Ainsi, ce qui avait commencé comme une tentative de renforcer la mystique du Reich s'est finalement transformé en l'une des entreprises les plus extravagantes et absurdes du régime. La folle quête d'une lignée magique dans les origines de Himmler. Mais, tout comme les nazis croyaient avoir les sorcières de leur côté, il y eut certaines sorcières qui leur
se sont opposés. À l'été 1940, la Grande-Bretagne était réellement menacée d'invasion. Après l'effondrement de la France et l'évacuation de Dunkerque, Hitler préparait l'opération Lion de mer, un débarquement massif sur les côtes britanniques. Tandis que la Royal Air Force se préparait à affronter la Luftwaffe, un tout autre événement se produisait dans les forêts du sud de l'Angleterre. Selon l'occultiste Gerald Gardner, fondateur de la Wicca moderne, un groupe secret de pratiquants appelé le Coven de New Forest s'est réuni la nuit du 1er août 1940 à la veille du festival païen de la Masse pour accomplir un grand rituel magique de protection. Le Coven était composé de pratiquants locaux de l'ancienne tradition païenne dont beaucoup étaient déjà âgés. Gardner en faisait partie et a relaté les faits des années plus tard. Il n'existe pas de registres officiels de nom, sauf les mentions indirectes de Gardner qui a toujours parlé du groupe comme des sorciers de la New Forest. Le rituel, connu sous le nom de cône de pouvoir, consistait à former un cercle, à danser nu et à répéter des chants visant à élever une énergie collective pour la diriger contre l'ennemi. Gardner a décrit que l'objectif était d'influencer l'esprit de Hitler, lui envoyer la pensée qu'il ne pouvait pas traverser la mer et qu'une invasion de l'Angleterre se terminerait en désastre. Ce type de cérémonie n'était pas nouveau. Gardner assurait que la même technique avait été utilisée à d'autres occasions historiques, par exemple pour repousser l'armada espagnole en 1588 ou Napoléon au XIXe siècle. La version de 1940 est considérée comme la dernière grande action magique de cette lignée. Gardner a raconté que plusieurs membres âgés, pour la plupart, furent affaiblis après avoir dansé nus en pleine nuit froide, sans protection physique. Certains sont même morts peu de temps après. Ce que ses compagnons ont interprété comme le prix qu'ils avaient payé pour avoir libéré une telle quantité de... L'opération Lion de mer n'a jamais eu lieu. La défaite de la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre, la résistance britannique et les problèmes logistiques allemands ont été les causes reconnues par l'historiographie. Le récit du cône de pouvoir, cependant, est devenu une légende au sein du néopaganisme. Et la Wicca ? Pour certains, ce n'était qu'une suggestion et un symbole de résistance spirituelle. Pour d'autres, c'est l'exemple d'un petit groupe armé qui, avec foi et tradition, a voulu contribuer à la défense du pays. Comme il est clair, tous les occultistes n'étaient pas favorables aux nazis, ce qui a rapidement conduit Himmler à décider de poursuivre les occultistes qu'il considérait comme des traîtres. Avec le reste, il a créé ce qui deviendra le département du pendule. En pleine Seconde Guerre mondiale, tandis que le Troisième Reich expulsait tous les occultistes qu'il considérait comme indésirables ou dangereux, certaines croyances paranormales ont trouvé refuge dans les structures militaires. L'une des manifestations les plus insolites de ce contraste fut la création du département du pendule sidéral, officiellement rattaché au haut commandement de la marine allemande, la Kriegsmarine. Après la purge contre les occultistes en juin 1941, ceux considérés comme utiles à des fins stratégiques ne furent pas éliminés, mais remplacés ou reconvertis. Certains des personnes arrêtées par le Sicherheitsdienst et la Gestapo finirent par travailler pour ce mystérieux département. On ignore encore l'origine précise de cette unité, son créateur, sa date de début et le nombre de membres de la Kriegsmarine au courant de son existence. C'est une énigme. La documentation est-elle incomplète ou perdue? 2 jours. 2 témoins clés, Gerda Walter et Wilhelm Wolff, ont raconté qu'au printemps 1942, le département du pendule sidéral était déjà opérationnel depuis un certain temps. Walter a même mentionné l'amiral Otto Schneewind comme quelqu'un au courant des expériences, ce qui laisse entendre que le projet bénéficiait d'un certain soutien au plus haut niveau de la marine. Le cœur de la mission était simple dans son intention et extraordinaire par sa nature. On pensait que le pendule pouvait détecter quelque chose d'aussi intangible que la localisation des sous-marins britanniques. Cette idée ne sortait pas de nulle part. On soupçonnait que la Royal Navy utilisait des méthodes similaires. L'objectif était de reproduire cette capacité, même si la méthode était mystique et sans fondement scientifique. Imaginons la scène. Dans une pièce sombre, des hommes et des femmes tiennent des cartes marines dépliées, le pendule se balançant lentement au-dessus des lignes qui tracent les routes océaniques. Chaque oscillation, chaque mouvement était interprété comme un signe indiquant où un sous-marin ennemi pouvait se trouver. Pour les officiers de la Kriegsmarine, c'était une question de survie. Si les méthodes conventionnelles échouaient, il fallait au moins essayer.
La science avait trahi des hommes désespérés, mais l'ésotérisme promettait encore des résultats. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. D'une manière ou d'une autre, ce qui a finalement fonctionné pour les Britanniques, c'est la capture du code Enigma. Ce n'était ni de l'occultisme ni un quelconque sortilège. Le département du pendule sidéral est aujourd'hui un symbole. Voilà ce qui se passe lorsque la panique, la superstition et la technologie flirtent en temps de crise. Le fait extraordinaire, c'est qu'après avoir publiquement interdit une certaine partie de l'occultisme, le régime nazi a laissé une brèche. Pour que la magie, déguisée en science, s'insinue dans les couloirs du pouvoir. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Troisième Reich s'effondrait sous le poids de la défaite, Hitler nomma Heinrich Himmler commandant du groupe d'armée Alto-Rhin, puis plus tard du groupe d'armée Vistule. Le Führer attendait de lui une direction ferme et efficace sur le plan militaire, mais ce qu'il obtint fut un échec retentissant. Himmler ne parvint pas à mener les opérations et il devint vite évident qu'il n'avait pas la capacité stratégique qu'exigeait la situation désespérée. Conscient que la guerre était perdue, en mars 1945, Himmler tenta de donner un tournant inattendu. Dans le dos de Hitler, il tenta d'entamer des pourparlers de paix avec les alliés occidentaux, une manœuvre visant à sauver ce qui pouvait encore l'être du Reich. Mais lorsque Hitler apprit la trahison, la réaction fut immédiate et foudroyante. Il le destitua de toutes ses fonctions en avril de la même année et ordonna qu'il soit arrêté et exécuté. Dès lors, Himmler chercha à disparaître dans le chaos qui engloutissait l'Allemagne à la fin. Cependant, sa fuite échoua. Il fut finalement arrêté par les forces britanniques, qui découvrirent sa véritable identité. Sous leur garde, le 23 mai 1945, Himmler prit la décision finale. Il mit fin à ses jours, clôturant ainsi son histoire dans un acte de désespoir et mettant un terme à la vie de l'un des hommes les plus puissants, redoutés et étranges du régime. Nous n'analysons aujourd'hui que quelques-unes de ces recherches. Les nazis ont également poursuivi la Sainte-Suaire. Ils ont réalisé des rituels dans des endroits perdus des forêts. Et Himmler avait l'habitude de visiter les tombes d'hommes légendaires, avec lesquels il disait avoir des conversations métaphysiques. Et ça, c'est seulement ce qui est parvenu jusqu'à nous. Tous les historiens s'accordent à dire qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur cet aspect du Troisième Reich. Au-delà des zones d'ombre, certaines conclusions s'imposent. Dans toute idéologie qui aspire à devenir un mouvement de masse, les symboles occupent une place essentielle. Le nazisme l'a compris dès ses débuts, et sous la direction de figures comme Henri Himmler. On a déployé un usage systématique de signes, d'emblèmes et de runes qui visaient à transmettre la force, le mystère et l'idée d'une connexion avec un plan supérieur. L'esthétique nazie, loin d'être improvisée, résulta d'un travail conscient d'appropriation et de réinvention d'éléments culturels et religieux dotés d'une nouvelle signification. Dans la vision du Troisième Reich, le nazisme fut plus qu'un régime militaire et politique. Il constitua aussi une expérience sociale et spirituelle, utilisant histoire, science et mythe pour bâtir un récit de suprématie totale. Chaque expédition, chaque salle de Wewelsburg, chaque crâne gravé sur une bague ou chaque svastika placé sur un drapeau, c'était une tentative de donner une entité à un monde censé obéir à un destin supérieur prédéterminé. Ce que nous appelons aujourd'hui l'occultisme nazi ne se limite pas à des histoires de base secrètes, d'objets sacrés ou d'expériences fantastiques. Cela montre la capacité humaine à conquérir vies et territoires et à unir croyances et science pour créer un récit convaincant mais risqué. D'un autre côté, il est impossible de ne pas se poser une autre question, une question quelque peu troublante. Et si les nazis avaient raison? Et si Himmler n'était pas si égaré dans ses délires? Que se serait-il passé si, effectivement, ils avaient réussi à obtenir le Saint Graal ou la véritable lance du destin? Autrement dit, si leurs rituels et leurs recherches s'étaient correctement alignés.